Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des webinaires éco-conception organisés par Écosystème en partenariat avec le pôle éco-conception. Alors, pour ceux qui ne seraient pas déjà venus, qui ne me connaîtraient pas, je suis l'animateur, je suis Samuel Maillard, je suis le directeur du pôle éco-conception. Le pôle éco-conception, c'est quoi? C'est le centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Et notre objectif, c'est de garantir que les produits, services, systèmes soient plus durables par la pensée cycle de vie. Et on est soutenu l'ADEME dans ce travail et on est toujours très, très heureux d'animer ces webinaires. Alors, voilà, ce webinaire a été organisé. Alors, c'est une petite différence. Alors, je tiens à faire un petit clin d'œil à Axel, avec qui on a travaillé pendant plusieurs années sur ces webinaires. Je sais qu'il nous entend, qu'il n'hésite pas à nous mettre des petits éléments sur le chat, parce qu'il est parti pour de nouvelles aventures professionnelles. Et donc, on lui dit bon vent. Et voilà, c'était un vrai plaisir de travailler avec lui. Et donc là, ce webinaire a été organisé avec Guillaume Audrin et Hélène Guibaud, tous deux experts environnement au sein d'Écosystème. Alors, ils ne sont pas seuls chez Écosystème. On a vraiment une palette d'experts qui vont intervenir aujourd'hui, parce que nous avons la chance d'avoir Sébastien Partida, adjoint à la direction du développement, et Laure Maurice, responsable des études et gisements et réemploi au sein d'Écosystème. Alors, je vous dis bonjour, salut les gars, bienvenue. Si vous êtes là, Bonjour. je ne vous vois pas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ouais, superbe. Bienvenue ici sur ce nouveau webinaire. Alors, c'est pas tout. On a la chance aussi d'avoir des témoignages qui vont être très inspirants sur le sujet du réemploi qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, on a avec nous Roman Bizet, qui est responsable du développement à la Fédération Envie. Bonjour Bonjour, à tous. merci d'être avec Bonjour. nous. Et Bastien Rambaud, qui est cofondateur, je suis arrivé, c'est vendredi, c'est pas facile, de Vesto. Et on va revenir, c'est une activité de réemploi. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour à tous. Alors, juste pour rappel, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, mais qui ne sait pas, qui est Écosystème? C'est une entreprise d'intérêt général à but non lucratif qui est agréée par les pouvoirs publics. Et en fait, Écosystème, il œuvre à l'allongement de la durée de vie des équipements électriques et électroniques ménagers, ainsi que les équipements électriques et électroniques professionnels, ainsi que les lampes et je crois bientôt les piles et accumulateurs, ou je dis une bêtise? Vous me corrigerez. Exactement. Mm. Bon, voilà. Alors, le sujet qui va nous tenir à cœur aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui, en fait, s'engage dans, on va dire, l'économie circulaire et un certain nombre de choses. On va parler de réemploi. Donc, à travers ce webinaire, on va essayer de vous donner un maximum d'informations pour maîtriser les éléments économiques, mais aussi réglementaires, ainsi que les bénéfices environnementaux qu'on peut attendre de tout ça afin de favoriser le réemploi et surtout, quand on entend réemploi, c'est l'allongement de la durée de vie des biens d'équipement électriques et électroniques, comme on en parlait. Alors, peut-être juste avant, Hélène, est-ce qu'on peut revenir pour que tu nous expliques un petit peu différents scénarios on va dire qui sont liés on va dire, aux boucles d'économie circulaire? Oui, alors rapidement, parce qu'on va détailler tout ça pendant le webinaire, mais pour le petit contexte sur le réemploi, on vous a mis la pyramide hiérarchique de la gestion de la fin de vie des équipements. Donc nous, on se trouve dans la partie réemploi, où on considère que c'est encore une ressource et pas encore un déchet, contrairement à des équipements qui peuvent être réutilisés. Euh, et on voit sur le graphique de droite l'évolution assez importante du nombre d'appareils réemployés. Entre 2013 et 2023, on voit que ça a fait x8 au niveau quantité. Donc en 2023, on était à 800 000 équipements réemployés sur l'année 2023. Et il faut savoir que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle apporte un gros coup d'accélérateur pour favoriser l'allongement de la durée de vie des équipements, et notamment par le réemploi. Ben, merci beaucoup Hélène pour cette mise en contexte. Alors bien entendu, tout ça sera corroboré par les témoignages inspirants qu'on va avoir de la Fédération Envie et de Vesto qui œuvrent, eux, on va dire, techniquement, ils opèrent ce reconditionnement de ces équipements électriques, électroniques, ménagers et professionnels. Et puis, on prendra un petit moment à la fin du webinaire pour aborder un peu le bilan environnemental associé à ces activités de réemploi. Ça peut être une question, je pense que c'est légitime de se la poser, ainsi que les pistes d'éco-conception pour améliorer la réemployabilité, parce qu'aujourd'hui, on met des produits, des services, des devices sur le marché, et il faut qu'on puisse, on va dire, il faut qu'ils soient adaptés à ce réemploi. Nous allons avant de commencer peut-être par Sébastien, juste un petit rappel, parce que vous nous posez toujours la question.
Bien entendu, le webinaire sera remis à disposition. On a une chaîne YouTube liée à l'éco-conception chez Ecosystème. Je vous remettrai le lien. Vous recevrez un mail avec le diaporama et le lien, puisque vous avez été inscrit à ce webinaire. Je vous invite à échanger via le chat si vous souhaitez donner vos humeurs, commentaires, etc. Il n'y a pas de souci, il est là pour ça. Par contre, pour les questions, je vous invite à aller sur, je crois que ça s'appelle Q&A, enfin ou QR, je ne sais plus. Oui, c'est QR, Q&A, voilà, en anglais, je n'ai pas un bon accent. Et nous, on va sélectionner les questions qu'on prendra à la fin parce qu'on a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Donc, beaucoup d'intervenants, besoin de temps, et je fais tout de suite la transition avec Sébastien qui va nous représenter le cadre réglementaire qui évolue en ce moment, n'est-ce pas, Sébastien? Et bonjour à tous, merci pour l'introduction qui a posé les débats. Donc effectivement, Écosystème, un acteur historique du réemploi, puisque depuis l'origine de la création d'Écosystème, il y a plus de 15 ans maintenant, une volonté chevillée au corps de continuer à accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire et de porter de porter le réemploi. Mais notre rôle, effectivement, évolue au regard de l'évolution réglementaire. C'est ce qu'on va essayer d'évoquer cet après-midi. Et le marché de la seconde vie et du reconditionné a aussi une évolution qui est en cours. Le gisement et la qualité du gisement est aussi un enjeu assez fort. Donc, on doit aussi s'adapter, on doit redéfinir les règles, ce qui nous a poussé aussi à porter un schéma directeur du réemploi de manière à pouvoir continuer à porter, en tout cas, l'accès au gisement aux acteurs du réemploi. Quelques définitions, quelques définitions, en tout cas, sur le statut des équipements que l'on a été amené à mener dans le cadre du schéma directeur du réemploi. C'est de faire la distinction entre un appareil réemployé. Donc, un appareil réemployé, c'est un appareil qui est utilisé de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu, sans qu'il ne soit devenu un déchet. Un produit réutilisé, c'est un produit qui, après avoir été considéré comme un déchet, a subi une ou plusieurs opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, le conduisant à le remettre en marché. Enfin, un produit usagé, c'est un produit qui a plusieurs cas d'usage et qui a fait l'objet de pannes à la mise en service, de casse lors des opérations de logistique ou qui a pu être utilisé lors d'opérations commerciales. Un équipement usagé n'est en tout cas pas passé au statut de déchet. Enfin, un appareil réparé, c'est un appareil qui a subi une opération de réparation sans changement de détenteur et sans qu'il ne soit bien évidemment devenu un déchet et qui permet en tout cas d'allonger la durée de vie de l'équipement. Et enfin, la notion de pièce détachée qui peut être une pièce neuve, une pièce issue de l'économie circulaire que l'on appelle PIEC dans notre jargon. On a beaucoup des acronymes destinés à remplacer une pièce défectueuse ou dégradée d'un produit. La loi GEC aussi pose, dans le cadre de l'article 58, un petit peu les modifications d'organisation de la commande publique, avec une volonté des pouvoirs publics, puisque les achats publics représentent en 2022 128 milliards d'euros, ce qui est une somme toute colossale, donc avec une volonté des pouvoirs publics que d'ici 2025, en tout cas, les contrats passés dans le cadre de la commande publique intègrent ces considérations environnementales dans toutes les procédures d'achat public. Voilà. Donc, il y a un guide qui est disponible sur le site écologie.gouv et qui reprend de façon assez précise et explicite cet article 58 et donc les règles associées. Alors, juste pour info, je vous mets le lien vers le guide. Vous pouvez le récupérer dans le chat. Donc, comme j'évoquais pour Écosystème, cette année, ça a été une année d'enjeu de positionner un nouveau schéma directeur du réemploi, à la fois pour répondre à des enjeux réglementaires et contextuels, qui sont le fait d'atteindre un taux de réemploi ou de réutilisation de 2% par an par rapport aux mises en marché de l'année en cours,
de consacrer 5% des contributions aux acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le cadre du fonds réemploi et réutilisation, et puis de répondre évidemment à la demande croissante des acteurs d'avoir accès au gisement pour faire du réemploi. Donc on parle des acteurs historiques, ESS qui nous ont accompagnés depuis le lancement de la filière, mais également des distributeurs qui souhaitent aussi pouvoir proposer à leurs clients des produits de seconde vie, mais également un certain nombre d'acteurs de type start-up qui ont pu être financés via des levées de fonds, mais tous ont une volonté en tout cas d'avoir accès à du gisement pour pouvoir proposer des produits reconditionnés. Donc les leviers que l'on a à exploiter pour augmenter en tout cas le réemploi, elle tient à la fois d'augmenter le gisement disponible, réemployable que l'on va apporter aux acteurs du réemploi, de contribuer aussi au travers de nos actions diverses et variées, d'améliorer la performance du réemploi, on parle de taux de réemploi dans ce cadre, et puis également de révéler aussi l'ensemble des tonnages réemployés qui aujourd'hui ne sont pas déclarés parce que voilà, c'est dans les us et coutumes et on oublie parfois de déclarer les volumes qui peuvent être employés par les différents acteurs composant l'ensemble du processus. Donc le réemploi, comme je le disais en introduction, c'est quelque chose qui est historique pour Écosystème avec deux acteurs qui sont partenaires d'Écosystème depuis le démarrage de la filière, qui sont Emmaüs et le réseau Envie. Et bien évidemment, avec l'introduction du fonds réemploi, on a de nouveaux acteurs émergents qui se sont portés candidats et qui aujourd'hui ont rejoint le dispositif. On a aujourd'hui donc 296 associations de l'ESS qui sont partenaires dans le cadre du fonds. Ce sont des chiffres 2023, donc ils ont aussi augmenté au cours de l'année 2024. On a 50 nouvelles structures sur 2023 et encore davantage en 2024. Je ne vais pas faire l'ensemble des éléments. On a 3060, un peu plus de 3000 personnes en tout cas de l'économie sociale et solidaire qui sont employées par la filière. Et ça représente peu ou prou entre 13 et 14 millions d'euros versés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le cadre du fonds réemploi. Comment ça s'articule? Très simplement, que ce soit pour les D3E, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels. Professionnels qui, Laure le rappellera tout à l'heure, font aussi l'objet d'appels à projets ou adressés de façon un petit peu différente. L'ensemble de ces gisements-là, on va essayer d'opérer un certain nombre de collectes préservantes ou en tout cas innovantes, ou en tout cas des opérations de surtri qui vont pouvoir nous permettre de, dès la collecte, orienter les flux qui vont pouvoir être gérés par des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou orienter directement vers la collecte pour finir au recyclage. Mais effectivement, les solutions de collecte préservante vont nous permettre d'orienter beaucoup plus facilement dès l'origine et de favoriser en tout cas le réemploi. Donc, dans le cadre du schéma directeur du réemploi qu'Écosystème a porté au cours de l'année 2024, on reste sur, bien évidemment, réparation et le fonds réparation first parce que c'est ce qui va contribuer en tout cas à allonger la durée de vie des équipements bien avant qu'ils rentrent dans le processus de collecte. Et depuis la collecte, donc jusqu'à la remise en vente des équipements, on va en tout cas s'attacher à améliorer un certain nombre de process. On va mettre en œuvre des solutions de traçabilité depuis la collecte jusqu'à la fin ou en tout cas jusqu'à la remise en vente de la seconde vie de l'équipement. On va accompagner l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on va les accompagner dans des processus de professionnalisation. On va travailler sur des labellisations, sur des opérations de grading pour faciliter la lecture, en tout cas pour les futurs acheteurs d'appareils reconditionnés. Et puis, on va travailler sur un certain nombre d'éléments. Les solutions de collecte préservante, j'en ai parlé en amont. On va redéfinir aussi les règles du tri que l'on travaille, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que ces prix soient bien partagés au travers de cahiers des charges qui sont validés par tous les acteurs. On va structurer aussi et piloter un réseau de reconditionneurs labellisés qui soient des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais également des acteurs marchands. Et puis, on va travailler aussi sur
la répartition des appareils et en tout cas la gestion des pièces issues de l'économie circulaire, de manière à favoriser aussi, au travers des équipements que l'on va orienter vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le prélèvement de pièces qui vont pouvoir contribuer elles-mêmes à l'allongement de la durée de vie des produits par le reconditionnement. La mise en place ou la mise en œuvre de ce schéma directeur repose essentiellement sur plusieurs axes forts. Le premier, c'est effectivement d'avoir sanctuarisé une partie du gisement vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec une meilleure exploitation du gisement qui est entre nos mains, avec une meilleure répartition, en tout cas une meilleure identification du potentiel et donc du gisement associé que l'on va pouvoir proposer aux acteurs. C'est effectivement à terme l'élargissement du schéma directeur à d'autres typologies d'équipements. On a plutôt consacré jusque-là le reconditionnement ou le réemploi aux produits de gros électroménagers froids ou hors froid, donc froid lavage cuisson. On va l'étendre à des petits équipements électriques, mais également aux écrans. On va essayer également de porter ce schéma directeur sur le secteur professionnel au travers de pilotes de tri à la marque, par exemple, mais également au travers des appels à projets que l'on a menés et dont Laure fera le témoignage juste après. Et puis également de travailler éventuellement aussi avec nos partenaires de la collecte qui sont les fabricants ou les distributeurs qui pourraient être intéressés effectivement par récupérer du gisement et pouvoir proposer aussi à leurs clients des produits de seconde. L'idée également tient du fait de assurer une certaine forme de garantie à la fois à tous les acteurs qui vont pouvoir faire du reconditionnement, que ce soit des reconditionneurs issus de l'économie sociale et solidaire au travers du fonds réemploi-réutilisation, mais également des acteurs marchands qui vont pouvoir être référencés comme apportant les gages de qualité des opérations de reconditionnement. Et à travers ça, on essaye aussi de réfléchir à la mise en œuvre de labels qui peuvent être à la fois des labels pour toutes les opérations de reconditionnement qui seraient opérées, mais également un label qui pourrait être également des éléments favorisant en tout cas la lecture pour les clients d'achat de produits de seconde vie, de produits reconditionnés, pour pouvoir se dire, bah voilà, je vais acheter un produit reconditionné qui va être labellisé par la filière et donc qui apportera en tout cas un gage de réconfort ou en tout cas d'assurance pour l'acheteur. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Sébastien pour toutes ces explications. Je sais que c'est pas simple de faire une synthèse de l'argumentation. En tout cas, tu ne te sauves pas parce que si on a des questions, on les prend à la fin. Donc, reste bien avec nous. Et ce qui me fait la transition, tu en parlais tout à l'heure, Sébastien, sur les acteurs de la fin de vie, avec la Fédération Envie et Romane, qui va venir témoigner sur la mise en œuvre depuis des années du réemploi et du reconditionnement d'équipements. Romane, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la démarche d'Envie? Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est le petit sujet sur lequel on a discuté en préparant ce webinaire, qui est l'analyse environnementale, l'ACV que vous avez fait sur votre activité. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, le réseau Envie existe depuis 1984 avec pour objectif d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers un retour à l'emploi durable. Et nous avons pour cela développé différentes activités qui se concentrent autour de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, le reconditionnement des appareils qui inclut à la fois le réemploi ou la réutilisation selon le statut des produits que nous collectons, la réparation et la préparation pour recyclage d'électroménager. Donc en fait, le modèle d'Envie se base sur un triptyque à la fois social, environnemental et économique, puisque nous avons pour objectif de créer des emplois en insertion dans une logique d'économie circulaire avec des avec des modèles économiques viables. Donc en quelques chiffres, le réseau Envie se compose de 52 structures réparties sur l'ensemble de la France. Nous accompagnons chaque année plus de 2800 personnes en insertion. Près de 70% d'entre eux retrouvent un emploi durable ou une formation qualifiante à l'issue de leur parcours chez Envie. Nous collectons près de 180 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques et nous rénovons plus de 150 000 gros appareils électroménagers ou petits appareils électroménagers chaque année.
Et donc, depuis le début depuis la création d'écosystèmes, nous travaillons en étroite collaboration, puisque nous travaillons à la fois sur le sujet de la logistique et du recyclage. Nous répondons aux appels d'offres d'écosystèmes et nous nous voyons attribuer des marchés logistiques, de regroupement et de traitement. Nous travaillons, comme l'a dit Sébastien, sur le réemploi et la réutilisation. Écosystème nous accompagne pour l'accès au gisement et sur un certain nombre de sujets pour améliorer le réemploi. Et nous travaillons ensemble sur de nouveaux sujets de développement et d'innovation. Écosystème nous accompagne par exemple sur des expérimentations de diversification pour développer le réemploi hors électroménager domestique, sur l'analyse environnementale que je vais vous présenter dans un instant. Et nous travaillons ensemble sur un certain nombre d'outils et dispositifs pour améliorer le réemploi. Donc, l'évaluation environnementale que je vais vous présenter, en fait, on a mené une analyse de cycle de vie, car dans le réseau Envie, on est convaincu depuis de nombreuses années que le reconditionné est bien plus intéressant que le neuf, mais nous l'avions encore jamais mesuré cet impact. Donc l'idée de cette étude, c'était avant tout de mesurer l'impact environnemental des activités de reconditionnement d'Envie, d'identifier nos axes d'amélioration en atelier, et puis de pouvoir sensibiliser le grand public à l'intérêt d'acheter du reconditionné. Donc pour cela, nous avons mené cette étude sur les 3 catégories de gros électroménagers que nous commercialisons le plus, le lave-linge, la cuisinière et le réfrigérateur combiné. On a fait le choix d'avoir une approche comparative, en fait, de regarder quels sont les impacts du reconditionnement d'un appareil versus la mise en marché d'un appareil neuf. Donc on est vraiment, on avait pour souhait de se concentrer sur le périmètre d'action d'Envie, donc l'activité de reconditionnement. Pour identifier les indicateurs environnementaux que nous allions étudier, nous nous sommes basés sur la méthode PEF, Product Environmental Footprint. Et donc, nous avons vu que pour les gros électroménagers, les 4 indicateurs principaux à regarder étaient l'utilisation de ressources non renouvelables, à la fois les ressources minérales et métalliques, les ressources fossiles, l'indicateur changement climatique et l'écotoxicité. Comme nous avons choisi du coup de comparer le reconditionnement en France avec un mix énergétique assez nucléarisé versus la production à l'étranger de gros appareils avec des mix énergétiques souvent plus carbonés, il nous a semblé aussi intéressant d'intégrer l'indicateur radiation ionisante. Et nous avions également choisi d'intégrer l'impact eau, puisque nous avions différents projets de réduction de la consommation d'eau dans les ateliers Envie. Donc cette analyse est bien plus complète qu'un bilan en carbone, puisqu'elle regarde un ensemble d'indicateurs environnementaux. Nous avions l'année précédente mené une analyse de cycle de vie simplifiée, mais les résultats nous semblaient trop peu fiables pour les communiquer. Donc en 2024, nous avons décidé de mener une analyse avec revue critique. Donc, nous avons mobilisé un panel d'experts, Robin Lemaître, Faustine Vanul et 2 experts d'écosystème, Guillaume Audrin et Lorraine Queneau, qui ont pu du coup suivre tout notre travail et pouvoir expertiser la cohérence des choix méthodologiques, regarder la fiabilité des données, valider nos modèles de calcul pour venir consolider, fiabiliser les résultats proposés. En plus, lorsque l'on communique lorsqu'on décide de communiquer au grand public les résultats d'une ACV comparative, ce regard des panels d'experts est indispensable. Il nous amène en plus à regarder à mener différentes études complémentaires pour étoffer un peu les résultats. Donc cette ACV a été menée par le cabinet Corpo Karma et nous avons le soutien de la métropole du Grand Lyon et de la BPI. Cette étude a été commanditée par la Fédération Envie et Envie Rhône-Alpes. En ce qui concerne les données qui ont permis de réaliser cette analyse de cycle de vie, toutes les données liées au reconditionnement d'Envie ont été collectées dans l'atelier d'Envie Rhône-Alpes, près de Lyon. Et pour les données liées aux appareils neufs, nous sommes basés sur 3 datasets de la base de données EcoInvent. Pour la collecte des données, nous nous sommes intéressés à différents éléments. Nous avons estimé l'âge des appareils que nous collections en fonction de la plaque signalétique et regardé quelles étaient leurs classes énergétiques. Pour la logistique amont et aval, nous avons regardé quels étaient le nombre de kilomètres parcourus, le type de véhicule utilisé, mais aussi les taux de remplissage.
Un des éléments sur lesquels nous avons passé beaucoup de temps, c'est le calcul des pièces détachées que nous utilisons dans notre procédé de rénovation. Donc, nous avons regardé sur un an la quantité de pièces détachées neuves que nous achetons. Nous les avons réparties sur les catégories de produits concernés et ça nous a permis d'avoir une analyse du nombre d'appareils moyens pour un lave-linge, une cuisinière et un réfrigérateur combiné. Et le cabinet Corpogramma a ensuite regardé la composition de ces différentes pièces et leur poids pour pouvoir intégrer ces éléments à l'analyse de cycle de vie. Nous avons également, bien sûr, regardé nos consommations en atelier, consommation d'électricité, de gaz, de consommables, d'eau. Et nous avons pu estimer aussi la durée de seconde vie de nos appareils. Et nous avons pris en compte tous les éléments liés au transport aval, donc les housses de transport et les kilomètres parcourus jusqu'au magasin, jusqu'à la phase de commercialisation. Donc pour vous présenter brièvement les résultats, l'ensemble du livrable est disponible sur notre site envie.org. Un lien a été ajouté dans le chat. Sur le graphique à droite, vous pouvez voir dans les grandes barres en grise représentent l'impact environnemental d'un produit neuf. Et on voit sur les petites barres sur leur gauche ce que représente du coup le reconditionnement d'un appareil par rapport à une base 100 d'un produit neuf. Donc sur le premier indicateur, changement climatique, on voit que le reconditionnement d'un lave-linge génère un peu moins de 2% des impacts des gaz à effet de serre de la production d'un lave-linge neuf. Donc en fait, on peut dire que le reconditionnement d'un lave-linge par envie est 49 fois moins impactant que la mise en marché d'un lave-linge neuf en termes de changement climatique. Sur le deuxième indicateur clé, les ressources minérales et métalliques, le reconditionnement est environ 42 fois moins impactant. Donc, on peut dire que le reconditionnement d'un lave-linge par envie permet d'éviter la production d'un lave-linge neuf, mais aussi d'éviter de générer près de 380 kg d'équivalent CO2. Pour les autres appareils que nous avons étudiés, les ordres de grandeur varient légèrement, mais on observe que sur la majorité des indicateurs, le reconditionnement est bien plus avantageux que la production d'un équipement neuf. En termes de changement climatique, le reconditionnement d'une cuisinière est 21 fois moins impactant que la production d'une cuisinière neuve. Et en termes de consommation de ressources minérales et métalliques, le ratio est de x 13. Le seul élément sur lequel la différence n'est pas très importante entre le neuf et le reconditionné, c'est sur les radiations ionisantes, puisque nous avons un mix énergétique français principalement basé sur du nucléaire. Certaines actions en atelier peuvent être assez énergivores, comme par exemple les tests de pyrolyse avec un chauffage des cuisinières à très haute température ou des tests de fonctionnement des réfrigérateurs assez longs pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Donc le reconditionné reste toujours plus avantageux que le neuf, mais sur un ratio moins important. Donc pour le réfrigérateur, l'ordre de grandeur, c'est 36 fois moins impactant en termes de changement climatique et 16 fois moins impactant en termes de consommation de ressources minérales et métalliques. Donc voilà pour les résultats clés qui se basent uniquement sur la phase de production. Mais ensuite, nous avons mené des analyses complémentaires. Nous nous sommes par exemple intéressés à l'ensemble du cycle de vie, donc en intégrant la phase d'usage chez l'utilisateur final. Donc il a fallu pour cela estimer les durées de première vie et les durées de seconde vie, s'intéresser aux classes énergétiques des appareils que nous commercialisons chez Envie. Donc on peut voir, les résultats montrent que quand on compare un appareil neuf moyen, tous les indicateurs sont toujours beaucoup plus favorables au reconditionnement. Par contre, si on prend en compte un équipement de classe énergétique A, sur certains indicateurs, le reconditionné va être plus favorable, tandis que sur d'autres, le neuf de classe énergétique A va être légèrement plus favorable. Mais on reste dans un ordre de grandeur relativement proche. Et la deuxième analyse complémentaire que nous avons réalisée, c'est que nous avons vu dans l'état de l'art que certaines analyses de cycle de vie avaient une approche par amortissement, c'est-à-dire qu'elles répercutent les impacts de la production initiale sur la première vie et sur la deuxième vie. C'est le cas notamment de l'analyse de cycle de vie smartphone reconditionné de l'ADEME. Donc nous avons également modélisé ce scénario pour répercuter une partie de l'impact de la production initiale sur le reconditionné.
Donc, pour cette analyse complémentaire, on voit que le reconditionné est toujours meilleur sur tous les indicateurs, mais les ratios sont forcément modifiés. Le fait de publier ces analyses complémentaires, ça permet aussi de comparer ce qui est comparable. Si d'autres acteurs réalisent des analyses de cycle de vie en utilisant ces choix méthodologiques, par exemple l'amortissement, on pourra du coup regarder les différents résultats en fonction de ces choix méthodologiques. Donc pour conclure, sur cette comparaison entre le reconditionnement, d'appareils par envie et la production d'appareils neufs, on constate que l'équipement reconditionné est bien meilleur pour la majorité pour les impacts environnementaux, pris en considération, à la nuance près que pour un équipement de classe énergétique A, sur certains indicateurs, l'appareil, neuf, peut être, légèrement meilleur. Mais il faut considérer aussi qu'à budget égal et à marque égale, un consommateur n'achètera pas forcément en classe énergétique A. Plutôt, on estime en classe énergétique B ou C, mais c'est difficile à mesurer. Il faut aussi également avoir en tête que toute analyse de cycle de vie est perfectible, qu'on se base sur des données existantes pour le neuf et on est dépendant de ces données. Par exemple, dans la donnée neuve cuisinière qui est disponible sur EcoInvent, la durée moyenne prise en compte était de 15 ans, alors qu'on voit dans les chiffres publiés chaque année par le GIFAM que cette durée de vie tend à diminuer et qu'elle est plutôt de 12 ans aujourd'hui. Donc on a aussi la qualité des résultats dépendent aussi des données d'entrée que l'on prend en considération. Et puis pour le seul indicateur où l'équipement reconditionné peut être légèrement moins efficient que moins bon que le classe énergétique A. En fait, on est très dépendant du mix énergétique français, puisque la part du nucléaire, du coup, impacte directement cet indicateur radiation ionisante. Mais après, tout dépend aussi des choix de fournisseurs d'énergie que les utilisateurs peuvent être amenés à faire. Donc voilà pour ce qui est des conclusions sur la comparaison du neuf et du reconditionné. Mais donc notre objectif, c'était aussi, au-delà de mesurer cette différence d'impact, de pouvoir travailler à l'amélioration de nos procédés. Donc les résultats nous ont permis de voir qu'en fait, la source majeure d'impact, c'est l'achat de pièces neuves. On a pu identifier pour chaque gros appareil électroménager quelles étaient les pièces neuves qui généraient le plus fort impact. Donc, je ne vais pas toutes les lister, mais par exemple, pour le lave-linge, c'est le changement de module électronique, certaines pièces de montage et les pompes. Et donc, ça nous a permis de comprendre que l'un des projets que l'on mène en interne, le développement de la PIEC, la pièce détachée issue de l'économie circulaire, est clé. En fait, pour les appareils qui ne sont pas réparables, que l'on ne peut pas reconditionner, on peut démanteler un certain nombre de pièces et les utiliser dans nos propres ateliers pour reconditionner d'autres appareils ou les commercialiser en externe. Donc, c'est un projet qui permettra d'améliorer du coup l'éco-conception dans nos ateliers en vie. Cette année, nous avons par exemple développé des partenariats de commercialisation. Un certain nombre de nos PIEC sont désormais disponibles sur Spareka ou d'autres plateformes de vente. Et puis ça nous a surtout permis d'identifier que désormais, lorsqu'on travaille sur un projet de diversification, on travaille actuellement sur 2 projets de réemploi de gros appareils électroménager professionnel froid et de réemploi de luminaires professionnels, que dès le départ, il est très important d'intégrer ce sujet PIEC pour pouvoir optimiser l'impact environnemental de nos activités. Et enfin, on a également un deuxième projet. L'équipe industrialisation de la Fédération Envie travaille à l'harmonisation et l'optimisation des procédés de reconditionnement. Et donc, ils établissent pour chaque étape de rénovation quel est le procédé optimal à mettre en œuvre. Donc, ils s'intéressent bien entendu à un certain nombre de critères sociaux et d'efficacité. Ils regardent pour toutes les différentes méthodes possibles si cette méthode est facilement compréhensible et facile à prendre en main pour un salarié en insertion. Ils regardent en termes de temps quelle est la méthode la plus efficace, mais ils intègrent aussi des critères de consommation d'eau et d'énergie. Donc le développement de ce projet d'harmonisation et d'optimisation des procédés contribuera aussi à mieux éco-concevoir nos procédés chez Envie. Et nous avons également vu qu'une des sources d'impact importantes était certains produits nettoyants à base de javel et d'agents de surface. Donc ce projet permet aussi de travailler sur de nouvelles méthodes de nettoyage des appareils qui seront aussi plus efficaces d'un point de vue environnemental.
Donc, cette étude a permis de montrer que le reconditionné était bien plus intéressant que le neuf d'un point de vue environnemental, mais que nous avions encore des pistes d'éco-conception pour améliorer cet impact. Merci beaucoup. Voilà, Roman, bon, on sait, hein, Envie, ça fait de longue date hein, que vous êtes positionné sur ces éléments-là. Alors, j'aimerais avoir ton avis, toi, sur un peu l'évolution, enfin, les perspectives et sur le réemploi. Tu vois ça comment, toi, dans l'avenir? C'est quelque chose qui est plutôt en croissance ou comment tu vois évoluer? Oui, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus d'acteurs et qui monte en puissance. Nous observons aussi une montée en puissance de l'activité de réparation. Et au-delà de l'électroménager, on voit que le sujet se développe sur de nouvelles catégories de produits. Écosystème nous accompagne, par exemple, sur 2 expérimentations de réemploi de gros électroménagers professionnels froids et de luminaires. Et nous travaillons ensemble à la collecte de données pour pouvoir évaluer l'impact environnemental de ces 2 nouvelles activités. Merci beaucoup, vraiment, félicitations pour tout. Alors, ce que je comprends, moi, c'est que à la fois, vous avez le cœur de métier, mais vous avez besoin d'expertise, donc écosystème vous amène l'expertise, vous amène aussi les gisements. Et j'ai cru comprendre, il y avait aussi une problématique de financement sur ces études, parce que c'est des choses qui arrivent en plus. Donc, ma question vient plutôt auprès de Laure. C'est c'est le nerf de la guerre, voilà, l'économique pour tous, et on y reviendra tout au long de ce webinaire. Le financement de tels projets, comment on peut les développer? Quels sont les coûts? Quels sont les dispositifs existants? Et quelles sont les expérimentations qui peuvent être portées aujourd'hui au sein d'écosystèmes? Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différents éléments sur ce point, sur ces points, excuse-moi. Oui, bonjour, enfin, rebonjour à tous. Oui, oui, effectivement, je vais vous parler un peu des appels à projets qui visent effectivement à apporter un soutien financier pour développer le réemploi. Alors, avant de vous présenter en détail cet appel à projet, je reviens sur quelques éléments de contexte qui ont été présentés par Sébastien, mais qu'on fait le lien. Donc, je vous rappelle qu'on a un objectif de réemploi à terme. On a également un fonds réemploi réutilisation à utiliser. Et ce fonds réemploi réutilisation est à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire exclusivement, notamment à destination des acteurs du réemploi, pour être plus précis, qu'on va référencer au titre du fonds. Voilà. Et en fait, au final, pour atteindre ces 2 objectifs, on travaille avec 3 catégories d'acteurs. Les acteurs du réemploi de l'ESS, nos producteurs adhérents, qui peuvent avoir une activité de réemploi, mais également d'autres acteurs de l'économie conventionnelle, notamment les reconditionneurs, ou alors des gestionnaires de déchets qui peuvent avoir une activité de réemploi. Et ces 3 types d'acteurs vont être référencés selon un référentiel commun. Et voilà, ils seront amenés à leur donner accès légitimement et ils seront amenés à nous déclarer le réemploi qu'ils réalisent. Concernant l'utilisation de ce fonds aujourd'hui, ce que je rappelle est exclusivement à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On verse un soutien financier au réemploi effectif, c'est-à-dire au réemploi vendu, au réemploi donné, à ces acteurs de l'ESS. Et en plus, on essaie de leur donner accès à du gisement dans la mesure du possible, dans la mesure où il est disponible du côté de l'écosystème. Le sujet, sur les équipements professionnels, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait quand même peu d'acteurs de l'ESS qui étaient positionnés sur l'intégralité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rôle sur la collecte ou au niveau des étapes de reconditionnement, mais ils sont rarement sur les étapes finales de distribution. Et donc, on s'est dit comment finalement ce fonds, on ne va pas l'utiliser et on ne va pas pouvoir soutenir les acteurs de l'ESS à bon escient. Et donc, on a décidé de lancer des appels à projets qu'on va déployer au-delà des équipements professionnels. Alors, ces appels à projets, comme je l'ai dit en introduction, servent à développer le réemploi des équipements, Donc, il y a trois objectifs principaux dans ces appels à projets. Le premier, c'est de faire monter en compétence des acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le réemploi des équipements ménagers, mais également professionnels, et continuer d'avoir une place forte de l'ESS dans le secteur du réemploi, une place qui est déjà là historiquement par des acteurs comme Emmaüs ou Envie,
mais qui continuent d'avoir une place dans cet écosystème. Le deuxième objectif, c'est de développer des capacités de réemploi en France, des sites qui font du réemploi en France, et ce par l'innovation, la diversification et l'accompagnement à de nouveaux moyens et de nouvelles capacités. Et enfin, un maître mot aussi, qui est important pour nous, c'est de la mise en relation. Il faut qu'on arrive à créer des partenariats entre l'ESS et les acteurs de l'économie conventionnelle, que ce soit des reconditionneurs ou des producteurs adhérents d'écosystèmes, pour que ces acteurs de l'économie conventionnelle s'appuient sur l'ESS et les aident à monter en compétences dans le secteur du réemploi. Et tout ça pour fédérer les acteurs autour d'une filière d'excellence du réemploi. Juste, Laure, je te coupe une seconde. Est-ce que tu pourrais basculer d'ordinateur parce que le son est finalement pas aussi bien que tout à l'heure? Je peux essayer de parler un peu plus fort si tu veux aussi. Ouais, vas-y, fais comme ça. Je suis désolé. Non, moi, je pense que je parle pas assez fort. Donc, je vais voilà. Donc, sachez en tout cas qu'on a lancé un premier appel à projet sur les équipements professionnels au T4 au quatrième trimestre 2023. Et là, on s'oriente vers des appels à projets réguliers, c'est-à-dire tous les ans sur le ménager. Il y en a un qui va être bientôt clôturé fin de semaine prochaine, on y reviendra. Et puis, on va aussi lancer des appels à projets sur le ménager dès le premier trimestre 2025. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on va essayer d'accompagner au fur et à mesure ces projets. C'est-à-dire que là, on va peut-être avoir des projets au départ d'amorçage pour se lancer, commencer à faire des études de faisabilité. Et puis après, ces projets, on pourra les accompagner avec du soutien à l'investissement dans un second temps. Qu'est-ce que permet cet appel à projet pour les acteurs de l'ESS et partenaires associés à l'ESS qui répondent à cet appel à projet? Déjà, ça apporte des capacités financières pour se former. Et donc, c'est du temps homme, du temps de gestion de projet, du financement de formation pour qu'ils puissent, et puis du temps pour aussi tester, mettre des équipes en atelier pour tester. Donc, ça permet de faire monter en compétence les acteurs de l'ESS. Le deuxième, c'est la possibilité pour eux d'expérimenter si c'est un nouveau projet. Et donc, on peut donner accès à du gisement pour test grâce au gisement dont on a la propriété. Mais c'est aussi la possibilité d'industrialiser pour ceux qui ont déjà des projets. On leur verse un soutien financier à l'investissement pour qu'ils puissent investir et avoir des nouveaux moyens, nouvelles capacités, nouveaux moyens et nouveaux outils pour pouvoir développer des emplois. Le troisième intérêt, c'est que ça permet de se connecter et les acteurs de l'ESS peuvent être mis en relation, ESS et partenaires du projet pourront être mis en relation avec des acteurs partenaires d'écosystème dans le cadre du projet, que ce soit d'autres ESS, des producteurs adhérents, des détenteurs, pour qu'ensuite ils travaillent sur un projet plus collaboratif et arrivent à avoir accès à du gisement, accès à de la pièce détachée en étant mis en relation avec des producteurs qui vont vendre ces pièces détachées ou à de la formation. Voilà. Voilà. Et le dernier point, donc ça c'est grâce à notre réseau de détenteurs partenaires et grâce à notre réseau de producteurs adhérents qu'on peut les accompagner. Et enfin, le dernier point, c'est les accompagner à mesurer pour convaincre. C'est tout à fait en lien avec ce qu'a présenté Roman à l'instant, pour convaincre les utilisateurs, les futurs acquéreurs, que ce soit sur des ménages ou des professionnels, d'utiliser du reconditionné. L'impact, le bénéfice environnementaux est un vrai argument. Et donc, avec l'expertise interne chez Écosystème sur la mesure de l'impact environnemental, on va pouvoir accompagner ces projets et mesurer les bénéfices environnementaux. Alors, qui est éligible aux appels à projets réemploi? Ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme je vous l'ai expliqué, puisque c'est financé par le fonds. Ils doivent être référencés ou au moins pré-référencés par Écosystème. Donc, ça va être majoritairement des entreprises d'insertion par l'activité, des entreprises adaptées ou des ESUS, c'est-à-dire des entreprises sociales, entreprises solidaires d'utilité sociale. Mais c'est la particularité de l'appel à projet qu'on propose, c'est l'ESS peut répondre seul ou en partenariat avec un ou plusieurs acteurs, et notamment des acteurs de l'économie conventionnelle, que ce soit des adhérents à l'écosystème, des distributeurs, des détenteurs, etc. Le tout, c'est qu'il y ait un des acteurs que je vous ai présenté tout à l'heure, ESS, reconditionneur, producteur adhérent, puisse nous déclarer le réemploi au final, pour que ça contribue quand même à l'atteinte de nos objectifs de réemploi.
Alors ensuite, quels sont les projets qui sont éligibles à ces appels à projets? C'est 2 types de projets, à la fois des projets d'amorçage ou de diversification. Comme l'a expliqué tout à l'heure Romane, on a besoin enfin, les structures de l'ESS ont le souhait et le besoin de se diversifier. Et donc, on leur propose d'expérimenter, justement, de tester, faire des études de faisabilité. Voilà. Donc, voilà. Et après, quand on propose aussi des projets de développement et d'industrialisation et de passage à l'échelle pour les projets qui ont déjà fait l'objet de tests et vraiment avoir une rupture dans l'augmentation des volumes réemployés. Les projets vont de 12 à 18 mois et ça concerne des activités de réemploi qui sont réalisées en France avec un approvisionnement à minima français, enfin en partie français au moins, pour un marché France et Europe. Et c'est pas du réemploi en l'état, mais vraiment un réemploi où il y a une vraie action pour rendre l'équipement fonctionnel ou prouver qu'il est fonctionnel et hors changement de propriétaire. Donc ça, je vais tout à fait. Alors, si on fait oui, alors en termes d'opérations couvertes par l'appel à projet, l'idée c'est qu'on peut, c'est de proposer des projets qui peuvent couvrir une ou plusieurs ou toutes les étapes dans le cycle de réemploi des équipements. Ça peut être très en amont, orienté sur l'amont, c'est-à-dire le schéma et les solutions de dépôt et de collecte préservantes. Ça peut être aussi sur les opérations de diagnostic, de tri, de contrôle, les opérations aussi de reconditionnement ou de nouveaux procédés ou d'optimisation des procédés, que ce soit sur des équipements entiers ou pour générer de la pièce détachée d'occasion. Ça peut être aussi sur des sujets de traçabilité, c'est clé dans le secteur du réemploi, et de mutualisation de stock, enfin de tout outil qui peut vraiment favoriser le réemploi. Et enfin, ça va être sur les étapes finales de distribution, de revente, ou de tout autre dispositif qui favoriserait la demande, parce que on structure l'offre, mais aussi il faut favoriser la demande. Et voilà, c'est clé. Ça peut passer par de la labellisation, des travaux sur les tests d'assurabilité, des nouveaux modèles et de la communication conjointe potentiellement. Alors, un petit retour rapide d'expérience sur le premier appel à projet qu'on a lancé en 2023. On a retenu 5 projets. C'était limité pour tester un peu le process sur les meubles froids et les luminaires professionnels. On a soutenu 5 projets pour un budget total de 375 000 €. Donc, en moyenne, 75 000 € soutenus par projet. Alors, vous voyez quand même qu'Envie on a 3 sites Envie qui ont répondu et qui ont proposé un projet deux sur les meubles froids et un sur les luminaires. Sur les meubles froids, c'est à la fois des équipements qui viennent du retail, comme ça peut venir aussi des cafés, hôtels, restaurants. Envie a répondu en partenariat avec un reconditionneur sur Envie Nord qui s'appelle Greenflex. On a également Vesto qui interviendra tout à l'heure, qui a répondu à notre appel à projet sur le rétrofit de meubles froids plutôt orienté café, hôtel, restaurant. Et enfin, on a un projet plutôt axé sur la pièce détachée, le démantèlement d'équipements pour récupérer de la pièce détachée de meubles froids avec le Petit Plus, qui est une structure, une entreprise adaptée, filiale de Patrick B3. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est non seulement de soutenir les projets, mais également de travailler sur la mise en relation avec les détenteurs, les producteurs adhérents, et commencer à avoir des réflexions un peu sectorielles pour travailler sur des livrables communs et vraiment développer le réemploi sur certains secteurs. Sur l'appel à projet numéro 2, je vais aller très vite sur ce slide. Sachez que ça couvre tous les autres types d'équipements professionnels hors meubles froids, parce qu'on a déjà 4 beaux projets dans les tuyaux. Voilà. Alors, c'est très court comme délai si vous êtes encore sollicité, si vous êtes intéressé, pardon, puisque la date limite de remise des candidatures, des dossiers, c'est le 20 octobre prochain, 20 décembre prochain, je vais y arriver, pour une sélection des projets fin janvier. Mais rassurez-vous, il peut toujours y avoir, il y aura d'autres projets, d'autres appels à projets l'année prochaine. Donc, préparez-vous, on vous tiendra informé. En tout cas, voilà, juste aussi dire on sélectionne des critères sur la base de l'impact réemploi, de l'utilité sociale que ça va avoir, toujours puisqu'on soutient l'ESS, mais c'est vraiment qu'il y a une incitation à développer aussi
le réemploi socialement et une efficience des projets et l'intérêt pour la filière et pour l'écosystème. Voilà, et pour clôturer ma présentation, en tout cas, sachez que l'écosystème soutient les projets, soutient les pilotes en faveur du développement du réemploi. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous solliciter, pas uniquement les acteurs de l'ESS, ça peut être tout type d'acteurs. Voilà, on développe des appels à projets, on développe aussi des expérimentations sectorielles, je n'ai pas forcément parlé, mais si possible, en travaillant, en mettant plusieurs acteurs autour de la table, le maître mot, c'est la coopération. Et donc, on apporte du soutien, voilà, notamment grâce du soutien à tout type d'acteurs. Et on aide aussi à la mise en relation, que ce soit avant l'appel à projet ou dans le cadre des expérimentations. Et enfin, on essaie d'accompagner dans la durée, ça c'est important. Voilà, le but c'est vraiment que ça se développe financièrement par notre réseau d'adhérents, de producteurs adhérents, de détenteurs et par notre expertise à la fois en termes de réemploi, mais aussi d'analyse environnementale et même de co-conception. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Laure, pour ton intervention. Alors, ce qu'on comprend, c'est que l'appel à projet est lancé depuis quelques semaines, donc tout le monde l'aura bien compris. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir cette opportunité pour soumettre son projet sur le réemploi à écosystème. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur les biens d'équipement électrique et électronique, enfin tout ce qui est couvert par écosystème. Alors, je reviens, parce que ça t'est présenté, on l'a vu, Vesto, Bastien, tu as répondu, c'était présenté par Laure tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu les activités de Vesto, parce que tu es spécialisé, toi, dans le matériel de restauration reconditionné, c'est pas facile à dire. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Vesto, effectivement, acteur de l'économie sociale et solidaire, entreprise ESUS, spécialisée dans le réemploi de matériel fortement technique. Nous, on a commencé notre activité il y a 4 ans dans le matériel de restauration. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi le matériel de restauration? Déjà, parce que c'est un gisement qui nous paraissait intéressant, un gisement de 60 000 tonnes chaque année en France. C'est des machines extrêmement bien conçues, elles sont faites pour durer 20-25 ans. Et du coup, sur les petits tests que nous, on a conduits, on était encore étudiants à l'époque, en train de s'intéresser au fait de lancer une filière de réemploi. On a vu qu'il y avait plus de 50% du matériel qui était jeté par les restaurateurs qui avait une possibilité facile de seconde vie. Donc, c'est du matériel qui était soit encore fonctionnel, soit pour lequel un reconditionnement était évident et permettait d'accéder au réemploi. C'est un matériel aussi qui est très utilisé par la puissance publique. On parlait tout à l'heure des changements dans les normes réglementaires. Dans le monde de la restauration, il faut savoir qu'il y a quasiment 50% du matériel qui est utilisé par des collectivités ou par l'État, et donc 50% des marchés qui sont concernés par la loi AGEC et son fameux article 58 qui demande d'intégrer du réemploi dans les appels d'offres publics. L'un dans l'autre, c'est les gros sujets qui nous ont lancés sur Vesto, donc il y a 4 ans en 2020, et qui nous ont appris petit à petit à développer une filière industrielle de reconditionnement de matériel de restauration. Qu'est-ce que c'est qu'une filière industrielle de reconditionnement? On va avoir 4 grandes étapes dans notre métier de reconditionneur. La première, c'est la collecte préservante, extrêmement important. Le fait de bien collecter le matériel, c'est ce qui permettra par la suite de bien le réemployer. Ensuite, on va s'intéresser au reconditionnement technique. Donc, c'est des étapes de réparation. On va tester la totalité de notre matériel, éliminer évidemment ce qui doit partir vers le recyclage, garder ce qui va aller au reconditionnement. Et là, dans le reconditionnement, on va tester à la fois les machines, mais aussi les principales pièces détachées. Si je prends par exemple des équipements chauds, on va non seulement tester le fait que l'équipement va délivrer la capacité à cuire, mais on va aussi faire des tests d'isolement sur les résistances. Dès qu'une résistance dysfonctionne au test d'isolement, on va la remplacer. On remplace enfin des pièces qui fonctionnent très bien, mais qui sont des pièces d'usure. Je prends l'exemple souvent, notamment dans le froid, qui est un des sujets sur lesquels on a été accompagné par Écosystème, des moteurs des ventilateurs des armoires froides. Ce sont des petites pièces qui sont très simples à remplacer et sur lesquelles les tests sont assez peu efficaces. Donc, lorsqu'on testait ces moteurs, on avait souvent l'impression d'avoir des moteurs qui fonctionnaient bien, on remettait les machines en circulation et en fait, on se retrouvait fréquemment avec des pannes. Donc, sur les moteurs aujourd'hui, on remplace systématiquement. 3 raisons pour lesquelles on va remplacer des pièces, soit parce qu'elles empêchent le bon fonctionnement de la machine, soit parce qu'on pense que demain, elles empêcheront le bon fonctionnement de la machine, soit parce que ce sont des pièces qu'on a jugé nécessaire de remplacer systématiquement, des pièces dites d'usure. Une fois qu'on a terminé ce reconditionnement technique, on va passer en reconditionnement cosmétique.
extrêmement important dans les métiers du professionnel parce que nos machines sont très utilisées, elles arrivent vraiment très sales chez nous. Donc, on nettoie l'intérieur, l'extérieur et surtout, on nettoie l'intérieur des compartiments techniques des machines parce que les machines, par la suite, elles auront besoin d'être maintenues. Elles auront besoin d'avoir un opérateur de maintenance qui va intervenir dessus. Et pour que cet opérateur de maintenance soit satisfait de la machine, pour faire qu'il en prenne soin, il est primordial de nettoyer aussi l'endroit où lui travaillera. Et enfin, on les remet en circulation absolument partout en France, accompagné d'une garantie. Tout ça, c'est un procédé industriel de reconditionnement donc, qui est basé sur de la donnée. On fait des boucles de rétroaction. À chaque étape, on peut intervenir sur les standards de l'étape précédente. Par exemple, si on se rend compte lors du nettoyage qu'on a fréquemment des machines qui… Lors du nettoyage, on fait les tests de fin de production. Si on s'aperçoit qu'on a fréquemment des machines qui dysfonctionnent à cet endroit-là, on va changer nos standards de réparation. Si lors de la réparation, on a fréquemment des machines qui sont trop difficiles à reconditionner, on va changer nos standards de collecte pour s'assurer que l'on collecte de la bonne manière. Donc un procédé industriel, et un procédé industriel, qui dit industrie, dit audit. Il faut être certifié par d'autres personnes. On en parlait précédemment. Donc avec Vesto, on a travaillé main dans la main avec un label qui était existant dans la filière téléphonie pour pouvoir le dupliquer sur le gros électroménager. Et ça, on a travaillé dessus en filière, donc avec tous les acteurs du réemploi de gros électroménagers, y compris professionnels, de telle sorte à pouvoir être labellisé. Donc on sera labellisé normalement début janvier. On a eu déjà les phases d'audit. Voilà ce qu'est une filière de reconditionnement industriel. Ensuite, au moment de cette filière, donc on a vu chacune des étapes et comment est-ce qu'on peut fonctionner dessus. Qu'est-ce qu'on vient faire avec Écosystème? Nous sommes des acteurs industriels, on opère notre usine. Ce n'est pas le métier d'Écosystème d'opérer notre usine. En revanche, Écosystème nous aide énormément à différents moments. La première chose, et c'est pardon, tout ce qu'on est venu faire dans la filière du froid pro, qui est une sous-partie du matériel de restauration, mais qui est aussi une partie connexe des équipements qu'on va trouver en GMS. Première chose, au niveau de la collecte. Nous, on sait collecter de manière préservante. Par contre, on ne sait pas forcément flécher le gisement. Donc là, il y a un rôle très important de l'éco-organisme de nous apporter la connaissance du gisement, de savoir là où il était, et puis de nous aider aussi à construire les bons standards de collecte sur des équipements qu'on découvre pour la première fois. Ensuite, une fois la collecte faite, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pré-diagnostic, ce moment où on va trier entre le reconditionnement et le recyclage. Chez Vesto, on a la chance d'intervenir sur des gisements de grande qualité. On a un taux de réemploi supérieur à 80%, mais ça nous laisse quand même 20% de ce qu'on collecte qui doit partir vers du recyclage. Et là encore, c'est une chance immense de pouvoir s'appuyer sur un éco-organisme qui va nous aider à avoir un recyclage qui est à la fois économiquement pas coûteux pour l'entreprise de réemploi, mais aussi de s'assurer que lors du recyclage, on a une traçabilité. Puisque nous, on propose en entrée de chaîne à des détenteurs d'avoir une forte traçabilité, c'est important qu'on aille dans cette traçabilité jusqu'à nos déchets. Lors du reconditionnement technique, le fait de travailler avec l'éco-organisme, nous, ça nous pousse énormément dans la standardisation et dans la qualité de nos métiers. L'appel à projet de l'année dernière sur le gros électro pro, froid, on est venu travailler dessus sur du reconditionnement améliorant, ce qu'on appelle traditionnellement du rétrofit. Donc, lors du reconditionnement normal, on va remettre la machine dans l'état où elle était lorsqu'elle est sortie de l'usine. Dans le cadre d'un reconditionnement améliorant avec rétrofit, on va venir changer des caractéristiques techniques de la machine pour faire en sorte qu'elle soit en accord avec les normes les plus récentes sur le marché. Par exemple, dans le froid, on a des machines qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes et les fluides sont extrêmement polluants. Donc, il y a une réglementation européenne, il me semble, qui s'appelle la F-Gaz, qui bannit petit à petit les fluides de telle sorte à avoir un parc de plus en plus éco-responsable. Il nous arrive, nous, de collecter des équipements qui fonctionnent sur des fluides qui sont soit interdits, soit déjà très avancés dans leur période d'utilisation. On sait qu'ils seront interdits dans les 3-4 premières années. Grâce à l'aide d'écosystèmes, on a pu travailler sur des systèmes de standardisation, de remplacement de ces systèmes-là. Et donc, on va venir transformer une machine qui fonctionnait avec un gaz interdit, un gaz très polluant, en une machine qui fonctionne avec un gaz beaucoup moins polluant. À la sortie de chez nous, cette machine, elle ne correspond plus à ce qu'elle était lorsqu'elle est sortie d'usine, mais elle est bien plus efficace. On parlait ensuite du reconditionnement cosmétique. L'intérêt à ce niveau-là de travailler avec un éco-organisme, c'est plutôt au niveau des partages de bonnes pratiques. Je pense qu'à ce moment-là, une des choses qui est très intéressante, c'est les partages de bonnes pratiques qu'on fait entre acteurs, notamment avec la Fédération Envie, sur des pratiques de reconditionnement cosmétique.
Nous, ça a été beaucoup avec Environal qu'on a fait du ping-pong intellectuel pour découvrir comment est-ce qu'on pouvait utiliser des lave-vaisselle professionnels pour nettoyer des pièces détachées qui composent des équipements. Ces expérimentations-là, même si elles ne sont pas faites au sein des éco-organismes, en fait, c'est grâce à ce rôle de chef d'orchestre qu'on voit des éco-organismes que nous, on arrive à le faire petit à petit par la suite. Et enfin, sur la remise en circulation, vous imaginez bien l'aide que peut apporter le fait d'avoir une marque aussi reconnue que celle d'écosystème sur la mise en circulation. Tout ça pour dire, lorsqu'on fait une filière, chacune des étapes est extrêmement importante. Il faut s'intéresser à la manière de le faire et ça va être différent en fonction des familles de produits pour chaque étape. Et à chaque endroit, on voit une énorme valeur qu'on peut recevoir du fait de travailler, pas simplement à l'échelle de l'acteur du réemploi. Juste, je fais une petite alerte, hein, parce que j'aimerais vraiment qu'on aille jusqu'au modèle économique. Il nous reste peu de temps, il nous reste 5 minutes pour pouvoir faire l'ensemble, donc juste pour t'alerter. Hein. Les prochaines étapes sont bien plus rapides. On parlait donc de mise en place de filières de seconde main. Il y a 2 modèles qui sont possibles lorsqu'on met en place un modèle de seconde main. On peut faire des boucles ouvertes ou des boucles fermées. Une boucle ouverte, ça va consister à collecter du matériel chez un opérateur, le reconditionner et le remettre en circulation dans le vaste monde, partout, ou plutôt dans le marché français, mais chez n'importe quel autre opérateur. C'est ce qu'on appelle de l'achat-vente. Donc nous, c'est le gros de ce qu'on fait, c'est à peu près 90% de nos activités. Mais il y a un deuxième mode opératoire qui est possible, ce sont des boucles fermées, dans lesquelles on va collecter dans un réseau déterminé et remettre en circulation dans ce même réseau déterminé. Une boucle fermée, par exemple, ça va être de travailler avec les franchisés d'une grande chaîne de restauration, plein d'entreprises, mais qui ont un cahier des charges commun dans le fait d'opérer leur cuisine. On va collecter dans certaines de ces entreprises et ne remettre en circulation qu'au sein des franchisés du même réseau. L'avantage, c'est de travailler uniquement avec des usagers qui ont l'habitude de travailler sur le matériel qu'on va leur remettre en circulation et qui, du coup, vont nous pousser beaucoup plus loin dans les caractéristiques techniques dont ils ont besoin, dans la typologie de reconditionnement dont ils ont besoin, et en même temps qu'ils vont en prendre beaucoup plus soin lorsqu'on va intégrer le matériel chez eux, ce qui va lui donner une vie bien plus longue. Donc, 2 modèles économiques, mais dans tous les cas, les machines vont passer à travers les mêmes étapes techniques. Si on parle maintenant de la création de nouvelles filières, c'est vraiment notre grande conviction. Le monde du réemploi, il va se déployer demain et avoir de plus en plus de nouvelles filières. J'en donne pour preuve cette petite étude du MEDEF qui est sortie fin novembre, dans laquelle on voit une chose très importante. On a interrogé une centaine de personnes du MEDEF, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le MEDEF, sur la taille de marché couvert par la seconde main dans leur secteur à moyen terme. Moyen terme, ils ont défini ça comme étant environ 2030. On voit qu'on a une moyenne à 20%. Donc globalement, 20% des marchés, tous secteurs confondus, seront, d'après les membres du MEDEF, opérés par de la seconde main d'ici 2030. C'est pour ça qu'on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de créer des filières de seconde main dans toutes les typologies d'équipements techniques. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Pour pouvoir bâtir une filière, super. Pour pouvoir bâtir une filière, il faut avoir l'expertise de la machine de première main. Et ça, c'est un metteur en marché qui va l'avoir. Ça peut être un distributeur ou un fabricant, ou plusieurs distributeurs ou plusieurs fabricants. Il faut avoir l'expertise du réemploi. Et ça, c'est un industriel du réemploi qui va l'avoir, le plus solidaire possible. Et enfin, il faut avoir un chef d'orchestre. Puisqu'on met plein de gens ensemble, il faut accorder nos violons pour qu'on puisse jouer la même mélodie. Et ça, c'est le rôle d'un éco-organisme. Lorsqu'on arrive à avoir ces 3 typologies d'acteurs, on a une filière. L'objectif chez Vesto, c'est de réussir à créer des filières industrielles hors du monde du matériel de restauration, dans d'autres typologies de matériel fortement techniques qui vont aller de la collecte jusqu'à la vente en passant par le reconditionnement. Et ça, on est capable de le faire en 1 an. Et après, il est important de répondre à l'enjeu de Samuel, de dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Alors, on le fait d'une manière qui est inspirée des modèles de Startup Studio. Donc, on va faire d'abord des petites phases d'études, ensuite des moyennes phases de faisabilité et enfin des phases d'industrialisation. On va aller le plus vite possible vers l'industrialisation, mais sans pour autant brûler les étapes. Et ça, on essaye de le faire avec une forte logique de rentabilité. C'est ce qui est extrêmement important lorsqu'on construit un modèle, c'est de se dire, on fait évidemment une activité qui est écologique, mais on sait que cette activité, si elle n'a pas un fondement économique, elle sera vouée à la disparition. Hélène, est-ce que tu peux juste passer sur la slide suivante? Sur la suivante, pardon. Encore une plus loin. C'est pas la bonne? Ok. Voilà, super, merci beaucoup. Et c'est pour ça que dans notre méthodologie, on assume dès le début le fait d'avoir différents centres de coûts. Il faut collecter les machines, il faut leur changer des pièces détachées, il faut allouer de la ressource à la main-d'œuvre pour le reconditionnement. Il va falloir redistribuer les machines.
On sait qu'une commercialisation, ça coûte de l'argent. Et enfin, on veut avoir une marge qui est positive. On assume ces différentes hypothèses dès le début et on fait varier au fur et à mesure des expérimentations les pourcentages de telle sorte à réussir à construire un modèle pour une nouvelle typologie de produit dans tous les secteurs donnés. Notre énorme conviction, c'est que ça, on peut le faire sur des typologies de produits qui vont aller de la petite cuillère jusqu'au sous-marin nucléaire. À chaque fois, il s'agit simplement de travailler de la bonne manière avec les bons opérateurs, de faire varier les bonnes variables pour pouvoir asseoir la bonne filière de réemploi. Voilà, j'espère avoir été tenu dans les temps. Tu as été voilà parfait, tu m'as fait un petit peu peur, hein, pour être franc, au début. On avait Axel qu'on appelle Usain Bolt pour finir voilà, et toi, tu as été le Eminem à un moment donné, donc je t'en remercie, c'est un témoignage qui est super inspirant. Et justement, sur la base de ces témoignages, des appels à projets, etc., j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'impact environnemental. Donc, on a vu qu'Envie avait fait une étude, qui était une étude sur leur manière de réaliser. On a vu ce qui était fait chez Vesto pour la mise en œuvre de leur remise à neuf. Maintenant, la question, Guillaume, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les éléments que vous avez, vous, auprès d'écosystèmes sur le bilan environnemental? Alors du coup, on va faire un petit wrap-up de ce qui a déjà été présenté par Roman et puis Bastien là, sur un modèle concret de reconditionnement et sur des typologies d'équipements électriques et électroniques bien spécifiques. Alors nous, nos travaux sur l'évaluation environnementale du réemploi, on va être assez alignés avec ce que nous avions fait dans le cadre de la rubrique avec Envie. Donc ça a commencé dès 2020 sur ces travaux où on a commencé à réfléchir dans une approche méthodologique un peu différente de ce qu'on pouvait faire par le passé sur la donnée environnementale, sur la gestion fin de vie, donc plutôt dédié au recyclage, alors que là on s'intéresse plutôt à un modèle de réemploi, voire plus large d'allongement de durée de vie des équipements par rapport à un scénario de substitution d'un équipement neuf. Et donc ces travaux se sont menés sur 2 années, donc ça remonte un petit peu à 2022, qu'on a mené avec le bureau d'études Bleu Safran et en partenariat aussi pour la partie phase de collecte de données avec nos acteurs historiques, donc Emmaüs et Envie. Ces travaux n'ont pas fait l'objet de revues critiques en tant que telles. Il y a eu une revue par un panel d'experts, avec notamment l'ADEME. Mais l'idée était vraiment de faire une exploration de ces méthodologies d'évaluation environnementale pour l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc, on s'est intéressé sur le secteur du ménager, avec différentes catégories d'équipements que sont présentées par le GEM froid, le hors froid, les écrans et les petits appareils en mélange, avec vraiment des typologies d'appareils sélectionnés qui soient le plus représentatifs de ces catégories d'équipements électriques et électroniques. Donc, le périmètre de modélisation, là, je ne rentrerai pas forcément cette présentation sur des chiffres bien précis à la maille d'un équipement, comme ce qu'a pu présenter Roman dans le cadre de son intervention. L'idée, c'est de vous représenter un petit peu le périmètre de modélisation et ce qu'on entend par une approche par substitution. Alors, nous, on a pris le parti de s'intéresser à partir du seuil de substitution, c'est-à-dire au moment où le produit usagé va connaître une réparation ou un réemploi. Donc là, en l'occurrence, on va faire le focus sur le réemploi. Mais pour une deuxième vie, sur une durée de prolongement, dans un scénario comparatif de remplacement par un équipement neuf. Donc, comme je vous le mets ici sur le schéma, on ne s'intéresse pas tout à fait à la première vie du produit. On va plutôt faire un calcul d'impact sur le schéma collecte, reconditionnement jusqu'à l'usage sur une durée de prolongation de l'équipement par rapport à des impacts qu'on appellera impact évité sur le fait de reproduire un nouvel équipement neuf qui soit similaire, à la différence près qu'on peut avoir dans la phase d'usage des différentiels de consommation énergétique, et j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais ce que vous voyez ici sur cette barre colorée en verte sur la frise jaune, c'est vraiment ce paramètre de prolongement de la durée d'usage. Et donc, au ratio de cette durée d'usage par rapport à une durée totale d'un équipement neuf, c'est ici qu'on va pouvoir communiquer sur des réels impacts évités d'un produit neuf. Hélène. Donc, tout ça pour dire que ces approches méthodologiques, elles sont fortement conditionnées par des notions de durée de vie.
Donc là, vous avez ici durée de première vie. Est-ce qu'on s'intéresse à une durée de vie réelle? Comment essayer de l'approximer au plus proche de la réalité terrain par rapport à une durée de vie théorique? Et là, je laisse la question aussi ouverte. Quelle est cette durée de vie totale théorique? Est-ce que c'est une durée de détention, une durée d'usage? Donc après, il y a quand même des paramètres très sensibles à avoir en tête sur ces approches méthodologiques et ils font que dans la communication sur la donnée environnementale, c'est pas toujours simple de pouvoir attester d'impact et d'impact évité. Le plus dur restant encore sur la durée de deuxième vie, puisque c'est celle qui nous intéresse sur la durée de prolongement. Et là, on peut très bien faire l'hypothèse de partir sur une durée de vie restante à partir du moment où l'équipement a été réparé ou employé par rapport à sa durée de vie théorique totale. Mais on peut prendre aussi d'autres hypothèses, des hypothèses de durée de prolongement plutôt basse, plutôt haute, gérées par des fourchettes de durée de prolongement et pour essayer d'avoir une approche sensibilité de ces impacts. On peut aussi voir dans les revues de littérature certains choix méthodologiques de prendre par défaut la demi-vie de la durée de vie totale d'un équipement. Et puis après, quid de reprendre une donnée vraiment terrain calée sur la durée réelle de prolongement, soit basse, soit haute dans l'équipement, tout en sachant que dans nos travaux, on ne raisonne pas vraiment à un équipement en particulier, à une marque ou à une gamme, mais vraiment dans un contexte filière. On va essayer d'avoir cette approche globale, tout produit, tout flux confondu. Donc, tu peux passer, voilà. Donc quid de déterminer cette durée de prolongement et dans ces travaux exploratoires qui avaient été menés là, entre 2020 et 2022, on avait finalement fait le choix de partir sur deux hypothèses en sensibilité, à savoir un prolongement plutôt hypothèse base de 1/3 de la durée d'usage totale et le deuxième scénario, un prolongement de 2/3 de la durée d'usage totale, sachant que dans le cadre, par exemple, d'un bilan carbone qu'on aurait à faire sur l'ensemble de nos activités, il faut bien partir sur une donnée définie. Donc, on peut faire la moyenne et on en revient à prendre une durée de prolongement équivalente à la demi-vie de la durée de vie totale du produit. Donc, en complément là, de ce que je viens de dire sur les durées de vie, il y a quand même beaucoup de données qui sont utiles et prioritaires pour consolider un bilan environnemental. Et là, vous avez une vue d'ensemble avec les typologies de données et ce qu'on entend par nom de la donnée qui vont être très, très impactantes au regard du bilan environnemental et des calculs d'impact qu'on va faire. Ça va concerner, dans un premier temps, les typologies d'appareils réemployés par grande catégorie. Et là, est-ce qu'on est vraiment représentatif de ce qu'on modélise quand on va chercher des données sur le terrain d'équipements réemployés? Est-ce que ça couvre vraiment ce qui se passe sur le réemploi en France? L'âge des équipements, qui pour nous est un petit peu plus facile aujourd'hui à récupérer comme donnée, mais qui reste encore une donnée assez sensible, puisque l'âge des équipements peut aussi conditionner le fait de déterminer un potentiel d'allongement de durée de vie, voire une durée de vie totale, et de remettre en question certaines hypothèses qu'on peut retrouver dans la littérature. Donc ça va de pair avec cette durée de prolongement des équipements. Je ne m'attarderai pas sur l'ensemble de ces données-là, mais ce qu'il faut retenir en données prioritaires, c'est que derrière, l'ensemble des impacts de la phase de reconditionnement vont être conditionnés fortement par le type de pièces détachées et la fréquence de remplacement de ces pièces détachées, puisque c'est là qu'on va avoir une concentration des impacts majoritaires, et le nombre d'équipements qui seraient nécessaires pour en réemployer un. Par exemple, on dit souvent qu'on a besoin, par exemple, d'utiliser 3 lave-linges pour en réemployer un. Voilà, c'est l'utilisation aussi de ces pièces qu'on appelle pièces de différents équipements qui permettent aussi de reconditionner un appareil. Et ça peut être aussi pris en compte dans le cadre d'un bilan environnemental. Il y a d'autres types de données qui sont tout à fait importantes, mais qu'on priorise un petit peu moins en termes d'efforts de collecte à gérer. Donc l'utilisation des pièces, on le met en surlignage parce que c'est très important dans le cadre de réduire les impacts d'un reconditionnement. Et Roman en a parlé assez largement tout à l'heure. Et sur la phase d'usage, au ratio de cette durée de prolongement, il va falloir aussi se poser la question sur le profil moyen des classes énergétiques. Effectivement, si on réemploie un lave-linge ou un réfrigérateur qui a 10, 15 ou 20 ans, effectivement, sa performance énergétique ne sera pas la même qu'un appareil neuf. Et dans une logique de calculer un bilan environnemental d'un équipement réemployé par rapport à un équipement neuf sur l'ensemble de son cycle de vie avec la phase d'usage pris en compte, on peut avoir des différentiels de consommation et donc d'impact qui doivent être pris en compte.
Alors là, vous avez un exemple sur le lave-linge. Bon, j'ai repris une même typologie que présentait Roman, mais là, c'est pour illustrer un petit peu nos travaux, comment est-ce qu'on a fait ces approches bilan environnemental, réemploi. Là, vous avez le scénario où, dans le cas de remplacement d'un hublot, on voit que les impacts vont être assez mineurs, mais globalement concentrés par la phase pièce de collecte et puis la pièce détachée remplacée en tant que telle. Suivant une hypothèse de delta de consommation à l'usage plutôt linéaire, on s'aperçoit que effectivement, au fur et à mesure des durées de prolongement, bah, ces impacts générés par le réemploi d'un lave-linge vont être croissants au fur et à mesure que l'appareil sera utilisé au cours de sa vie. Si par contre, on met ça en regard des impacts évités sur un scénario de remplacement par un équipement similaire neuf, avec la différence qu'il y a un delta de consommation, effectivement, ben, on s'aperçoit finalement que ces impacts, et Roman le mettait très en évidence tout à l'heure, que les impacts du reconditionnement sont très faibles par rapport au fait de remplacer complètement et intégralement un équipement type lave-linge. Et ce sera le cas globalement pour toutes les typologies d'appareils. Là, on fait un focus sur le changement climatique comme indicateur, mais ça permet en tout cas de montrer des ordres de grandeur et de quantifier un petit peu ces impacts évités. Alors, tu peux passer, Hélène. Maintenant, si on s'intéresse à un autre scénario plus spécifique, avec une plus forte concentration d'impacts générés, on peut parler par exemple d'un scénario de remplacement de cartes électroniques, pour exemple. Là, pour le coup, on voit très bien que la typologie de pièces détachées à prendre en compte dans un scénario de reconditionnement et qui peut aussi être reflété sur le terrain, ben, remplacer la carte électronique finalement a beaucoup plus d'impact, quasiment x10 si on compare avec le scénario initial que je vous présentais avec le remplacement d'un hublot. Et donc là, se pose la question, au-delà de ce delta de consommation avec un profil croissant des impacts générés, ben, le fait que si on ne prolonge pas la durée du lave-linge suffisamment longtemps, ben, on se rend compte que remplacer une carte électronique et reconditionner un lave-linge pour qu'il ne dure finalement que 1 an, ben, ça génère, dans ce cas-là, plus d'impact que le remplacer par du neuf. Donc c'est des cas très limitants, assez isolés, spécifiques, mais qu'il faut prendre en compte dans le cas d'une stratégie vers quoi on doit flécher finalement les gisements. Et ça, c'est aussi notre rôle en tant qu'éco-organisme, d'aller vraiment flécher au bon endroit vers le recyclage ou le réemploi, les différents équipements qu'on peut collecter. Donc, c'est pas pour faire une opposition recyclage-réemploi, mais c'est vraiment d'avoir cette démarche de calcul d'impact environnemental pour être vraiment dans une démarche écologique de minimiser les impacts à la fois par la prolongation d'un équipement, donc savoir s'il y a vraiment un potentiel de réemploi, ou est-ce qu'il ne faut pas finalement l'envoyer en recyclage, sachant que c'est des cas très isolés. Sur les résultats principaux par typologie d'équipement, là on reste encore sur indicateur changement climatique et je parlerai d'un autre indicateur juste après. Donc on s'aperçoit que sur toutes les typologies d'équipements que j'ai indiquées ici pour le secteur ménager, on est en moyenne sur le scénario moyen par produit employé. Donc ça veut dire que derrière, il y a aussi des jeux de pondération sur le scénario de remplacement de pièces détachées. On s'aperçoit que l'objectif, ça va être de maximiser la durée de prolongation, mais on est quand même sur des impacts évités, toujours intéressants sur le fait de réemployer par rapport à remplacer un équipement par un neuf. On peut avancer même. Donc j'en parlais avant, le quid du réemploi versus recyclage, il va se poser en fait, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie consommation énergétique, et donc là plutôt sur l'indicateur ressources énergétiques fossiles qui se traduit en mégajoules ici. Pour le coup, le scénario moyen qu'on a pu apprécier là, dans ces travaux ont mis en évidence que pour les équipements type réfrigérateur et congélateur, donc qui étaient sur des âges moyens assez anciens, avec des profils énergétiques qui étaient moins performants que les nouvelles générations de réfrigérateurs, bah là, dans un scénario moyen, on peut se poser la question, est-ce que finalement c'est mieux de le réemployer ou de le recycler? Donc ça, c'est sur un indicateur. On peut aussi faire c'est toujours le souci dans les démarches d'analyse de cycle de vie. C'est est-ce que on doit plutôt prioriser un indicateur tel que le changement climatique? Est-ce qu'on doit au contraire prioriser un indicateur tel que les ressources énergétiques fossiles? Mais en tout cas, la question se pose. Il n'y a pas de réponse facile à ça.
Mais en tout cas, ça fait partie de nos réflexions de flécher au bon endroit les équipements et de quantifier vraiment à chaque fois systématiquement les activités qu'on fait en termes de réemploi, reconditionnement. Je vais passer Hélène. Donc en fait, les enseignements à retenir par rapport à ça, c'est que ces travaux nous ont permis déjà de mettre en évidence, et comme disait Roman, de quantifier vraiment, parce qu'on avait déjà cet a priori que il y a forcément des bénéfices environnementaux à ça, mais de montrer ça, de montrer ces quantifications d'impact évitées sur différents indicateurs et de voir là où il y avait un vrai potentiel de réduction d'impact par le réemploi en fonction des typologies d'équipement. Ce qu'il faudra retenir en message clé par rapport à ça, c'est que globalement, conserver son équipement sera généralement toujours bénéfique, quelles que soient les catégories changement climatique et ressources minérales. Donc là, il va falloir derrière, pour nous, accompagner les acteurs sur la durabilité des équipements. Et on peut aussi faire du retour d'expérience pour nos producteurs pour essayer de faire en sorte d'avoir des démarches d'éco-conception et de faciliter les entretiens et de assurer un réemploi de qualité derrière. Donc ça va de pair avec la deuxième ligne qui est de garantir une réparation et un réemploi de qualité si on souhaite et on a la volonté de maximiser la durée de prolongation des équipements et donc des bénéfices environnementaux associés. Je l'ai dit un peu sur les bénéfices concernant les ressources minérales. Bon, ça va être conditionné par la typologie de pièces détachées. On l'a vu un petit peu sur les deux scénarios que je présentais sur le lave-linge. Mais remplacer une carte électronique n'a pas le même impact que sur le hublot. Et ça, c'était sur le changement climatique. Mais si on regarde les ressources minérales, ce facteur 10 que je parlais est encore plus important sur cet indicateur-là. Donc l'idée, ça va être aussi d'accompagner les acteurs sur un marché de pièces détachées d'occasion et de faire en sorte de minimiser les impacts du reconditionnement des appareils. Et enfin, la surconsommation d'un équipement âgé peut effectivement être plus impactante dans des scénarios isolés que remplacée par un équipement neuf. Donc là, on va plutôt se baser sur un questionnement, est-ce qu'on oriente l'équipement vers le recyclage ou vers le réemploi si les impacts évités sont avérés. Alors la suite, parce que ça ne s'arrête pas là, c'est que nos travaux qui sont en cours, c'est vous l'avez compris, beaucoup orienté autour de la data. Donc j'ai mis data, mais effectivement, sans data, on ne fait pas d'ACV et on ne peut pas quantifier ces impacts, qu'ils soient générés ou évités. Donc là, vous avez nos travaux en cours sur les deux secteurs, ménager et professionnel. Ça a été dit par Laure et puis Roman et Bastien sur les expérimentations et appels à projets de réemploi pro. On va aussi travailler avec tous ces acteurs. Désolé Bastien, je n'ai pas mis le logo Vesto, mais ça peut faire aussi l'objet de discussions par la suite pour essayer de mieux quantifier nous, les impacts qu'on va avoir et impacts évités sur le conditionnement du professionnel. On travaille avec nos producteurs, et là je salue les personnes que j'ai vues qui se connectaient de Legrand sur le réemploi de DVS. Donc ça fait partie aussi d'une expérimentation de réemploi qu'on mène. Les luminaires meubles froids, donc avec Envie. Et on travaille également sur la partie réparation pro, là, en expérimentation sur de l'outillage électroportatif. Donc voilà, pour ma part, et je passe le bâton à Hélène pour la dernière partie éco-conception. Yes. Donc, pour ce qui est des leviers d'éco-conception, donc là, l'idée, c'est de vous donner quelques exemples de pistes d'éco-conception qu'on peut axer pour augmenter la seconde vie des équipements. Le premier axe, ça va être au niveau de la démontabilité des appareils. Donc, l'idée, c'est de faciliter l'accessibilité et le remplacement des pièces selon leur fonction et leur criticité. Et donc, l'idée, c'est de se baser sur ces 4 critères qui sont listés. On peut en rajouter en soi, c'est une liste non exhaustive. Mais donc, par exemple, il peut y avoir le compromis avec la fiabilité de l'appareil, le nombre d'étapes pour avoir accès aux pièces détachées. Donc, par exemple, identifier le nombre de liaisons qu'il faut défaire, le positionnement, le choix de l'outil, et derrière, le temps nécessaire pour désassembler et réassembler l'équipement. Bien entendu, plus il y a d'étapes de désassemblage, plus le temps nécessaire pour réparer et réemployer l'équipement sera long. Ensuite, il y a un critère lié à la sécurité de l'intervenant. Donc, bien entendu, si un opérateur est amené à intervenir sur un équipement, l'idée, c'est qu'il travaille en toute sécurité. Et enfin, l'accessibilité des outils requis. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des outils qui sont facilement trouvables dans le commerce et éviter des outils qui sont spécifiques à des producteurs.
Voilà. Le deuxième axe au niveau de la démontabilité des appareils, c'est l'accessibilité des pièces qui représente le plus fort taux de panne. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision globale sur quels taux de panne sont représentés pour chaque typologie d'appareil et derrière de diminuer le temps de désassemblage pour atteindre ces pièces-là qui sont les plus sujettes à des pannes. Il y a aussi un enjeu lié à économiser du temps des opérateurs. Donc, forcément, si on rend plus accessible des pièces qui ont un fort taux de panne, forcément, le temps de désassemblage et de réassemblage sera plus court. Un deuxième axe, c'est au niveau des pièces détachées. On en a déjà beaucoup parlé pendant ce webinaire, mais donc, il y a des gros enjeux d'éco-conception liés aux pièces détachées et à leur disponibilité. Donc, on vous a listé quelques pistes d'action. Donc, par exemple, publier la liste des fournisseurs de pièces de rechange pour maximiser en fait les chances par les réparateurs et les acteurs du réemploi de trouver les pièces de rechange des appareils réemployés. Ensuite, l'idée, c'est de essayer de garantir une disponibilité des pièces détachées le plus longtemps possible pour permettre de réemployer les équipements le plus possible. Derrière, il y a aussi structurer des réseaux d'acteurs de réemploi, donc on en a beaucoup parlé pendant ce webinaire, et enfin favoriser l'utilisation de pièces détachées issues d'économie circulaire pour minimiser les impacts environnementaux notamment. Un deuxième axe au niveau des pièces détachées, c'est de développer par exemple une conception qui est basée sur l'interchangeabilité des pièces entre les modèles et entre les générations de produits. Donc c'est ce qu'on appelle de la rétrocompatibilité. Et donc là, l'idée, c'est de mutualiser les pièces détachées qui sont utiles entre les équipements et dans une optique derrière de réduire les coûts de stockage et les délais d'approvisionnement forcément. Un deuxième axe d'éco-conception, donc ça va être la liaison entre les composants. Donc ça peut être des pistes d'éco-conception qui sont applicables au réemploi, mais aussi au niveau du recyclage. Donc on a déjà fait des webinaires à ce sujet, n'hésitez pas à regarder sur notre chaîne YouTube. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des liaisons qui peuvent être irréversibles et des liaisons qui vont plutôt favoriser le réemploi et le recyclage. Donc en ce qui concerne les liaisons irréversibles, on va plutôt parler de collage, de surmoulage, de co-injection, de sertissage, d'insert thermofixé et de soudure par ultrasons. Et donc, on se doute bien que si on a des pièces qui sont collées entre elles ou surmoulées, lorsqu'une personne va vouloir démonter l'appareil, ça va être beaucoup plus compliqué s'il y a des collages ou des sertissages. Ça va rendre les opérations de réemploi et de réparation beaucoup plus complexes. Donc, l'idée, c'est de favoriser du coup des liaisons qui sont plutôt axées réemploi et pour faciliter le démontage et le remontage des équipements. Donc ça peut être par exemple du vissage, du clipsage et du rivetage. Et donc là-dessus, il faut quand même avoir un point d'attention sur la résistance pour qu'elle soit suffisamment grande, parce que par exemple pour le clipsage, le temps de démontage et de remontage peut être assez court, mais en soi, il y a quand même un enjeu de résistance au niveau de la sécurité. Sinon, au niveau des liaisons entre les composants, donc pour continuer là-dessus, on peut privilégier une conception plutôt modulaire des cartes électroniques, par exemple, et pour ne remplacer que les composants qui sont défaillants. Donc, par exemple, ça va être ne pas souder les cartes mémoire sur une carte mère, supprimer la colle, éviter l'encapsulage des composants et permettre de remplacer indépendamment un composant de la carte électronique plutôt que la carte électronique dans son ensemble. Donc là-dessus, on sait qu'il y a quand même des contraintes réglementaires qui peuvent être assez importantes, notamment au niveau de l'étanchéité, et versus faciliter le réemploi. Donc c'est un juste milieu à trouver entre ces deux contraintes. Et donc c'est pas toujours facile à faire. Au niveau de la conclusion, Samuel, j'enchaîne. Oui, vas-y. Donc au niveau des perspectives, on voit bien qu'on est dans un environnement qui est très mouvant, notamment au niveau des évolutions réglementaires qui poussent de plus en plus vers le réemploi. Donc Laure a parlé du fonds réemploi et des appels à projets réemploi. N'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets-là. Laure en a aussi parlé de l'importance de la coopération entre les acteurs. Ça, chez Écosystème, on apporte une grosse importance à coopérer entre les acteurs de la filière. Et il y a aussi un enjeu lié à renforcer la confiance des utilisateurs dans la qualité des équipements qui sont réemployés.
Au niveau des pistes d'éco-conception, j'en ai parlé, mais l'idée au niveau global, c'est de développer l'acculturation des équipes design à l'éco-conception, donc aux personnes qui vont vraiment designer les équipements pour qu'elles favorisent des pistes d'éco-conception axées seconde vie. Au niveau de l'éco-modulation, donc ça, c'est un dispositif de primes et de pénalités qui favorise la durabilité des produits. On a aussi fait un webinaire à ce sujet. Et donc, ces éco-modulations, elles peuvent permettre de donc favoriser la durabilité et donc d'axer plus des équipements vers le réemploi. Et enfin, on en a quand même beaucoup parlé pendant ce webinaire, il y a un enjeu sur les pièces détachées et leur accessibilité, et notamment les pièces détachées issues de l'économie circulaire. Donc là, restons en contact. L'idée, c'est d'activer les différents échanges entre la chaîne de valeur de notre filière. Et donc, au niveau des reconditionnaires et des acteurs de l'ESS, on a 2 adresses mail qui peuvent être utiles pour vous. Donc, c'est réemploi@ecosystème.eco et AAP pour appel à projet, réemploi@ecosystème.eco. Au niveau des producteurs, donc il y a l'adresse classique entre guillemets de contact producteur et l'adresse éco-conception qui peut vous servir si vous avez des questions ou besoin d'accompagnement sur des thématiques d'éco-conception, quelles qu'elles soient, que ce soit réemploi ou autre d'ailleurs. Et enfin, pour les réparateurs, vous avez l'adresse réparateur@ecosystème.eco. Donc, en fonction des différents acteurs de la chaîne de valeur, n'hésitez pas à nous contacter et restons en contact. On voulait finir ce webinaire en vous remerciant grandement pour vos participations sur les différents webinaires de 2024. Il y en a eu 6. Donc, merci pour ça, merci pour votre fidélité. Et on continue en 2025. L'idée, c'est de continuer à rendre des témoignages d'experts assez visibles. Et donc, le thème est en cours de discussion. Donc, on n'a volontairement pas mis de sujet ici, mais l'invitation et le thème vont suivre très, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur l'année prochaine. Et retrouvez bien les webinaires en replay comme celui-là sur la chaîne YouTube d'Écosystème sur les 4 premières saisons. En tout cas, merci à tous les intervenants pour l'ensemble des interventions. La plupart des questions, enfin quasiment toutes les questions ont été répondues. Il y en avait peut-être juste une pour Laure. C'était concernant l'appel à projet, savoir si le génie climatique était un enjeu fort comme famille de biens d'équipements électriques, pardon, je vais y arriver, excuse-moi alors. Est-ce que ça s'intègre dans les appels à projets? Voilà. Alors, j'ai répondu dans le chat, mais oui, J'ai pas vu. a priori, oui. Ok. Ah, on n'a pas encore complètement défini le périmètre du prochain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Génial. Eh ben, il ne me reste plus qu'à vraiment à remercier l'ensemble des intervenants pour leur temps. Si vous ne vous rendez pas compte, on les appelle, on leur demande des diaporamas, on fait des échanges avec eux. Donc, vraiment, merci à Roman, merci à Bastien. Et puis, merci vraiment à l'équipe d'experts d'écosystème qui est toujours au service des webinaires, mais aussi à votre service pour vous aider dans vos projets, que ce soit des projets d'éco-conception, de recyclage, de réemploi. Et vous l'avez vu, ils peuvent intervenir à différents niveaux, du soutien technique, financier, de la vérification. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, il y a un contact qui vous sera renvoyé si vous avez des questions, des commentaires ou des besoins particuliers afin que ce suivi continue jusqu'en fin d'année qui va bientôt être là et surtout sur 2025. Merci à vous et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci Samuel. Merci. Il n'y en a plus qu'à vous fêter de bonnes fêtes de fin d'année. Souhaiter plutôt des bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2025 alors. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Merci encore.